Bonjour à tous, merci de nous rejoindre ce matin dans ce nouveau rendez-vous live consacré donc au ZAN. Le ZAN dans les SCOT et les PLU, c'est maintenant. Donc ce matin, nous allons revenir sur toute l'élaboration, le contenu des SCOT et des PLU, du point de vue juridique, technique, d'urbanisme, environnemental. Voilà, donc pour aborder tous ces sujets, ce matin, je suis entourée de Olivier Bonneau, Fanny Claire, Vincent Guinaud et Laurent Rosiot. Merci d'être avec moi ce matin. Si vous voulez vous présenter, et puis ensuite on lancera le sujet. Donc Fanny Claire, avocate associée, avocate donc cabinet Rivière Avocat Associé. Donc je travaille notamment en urbanisme réglementaire dans l'accompagnement de documents d'urbanisme. Merci. Olivier Bonneau, associé de Fanny Claire au cabinet Rivière Avocat Associé. Et en effet, nous travaillons pour les professionnels de l'immobilier principalement et les collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, ça nous permettra d'avoir un regard croisé sur ces thématiques que nous allons aborder aujourd'hui. Merci. Laurent Rosiot, donc directeur d'Urbicom et Urbades. Urbicom, un bureau d'études de planification qui rédige les PLU notamment. Et Urbades, un bureau qui instruit les permis pour le compte des collectivités. On fait partie du groupe Socotec. Merci de nous rejoindre. Donc Vincent Guinaud, je suis également avocat à Paris dans le cabinet La Courte et j'interviens en droit de l'urbanisme. Donc merci de nous rejoindre ce matin. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on voulait faire un point sur le ZAN, un sujet dont vous avez beaucoup entendu parler. On a déjà organisé un webinaire pour vous expliquer la loi climat et résilience de 2021. Depuis on a eu une loi en 2023 et l'actualité en la matière est assez chargée actuellement. Mais on voulait justement faire ce petit point puisque vous avez beaucoup entendu parler. En ce moment, on parle de la proposition de loi Trace, de la simplification de la vie des entreprises, de la proposition de loi de transition foncière, de projets de directive. Donc, beaucoup de choses. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, ce ne sont que des projets de texte. Donc, il y a plein de choses dedans, de manière plus ou moins cohérente, puisqu'on sait que le Sénat n'a pas la même perception du sujet que l'Assemblée nationale. Voilà, donc ça va permettre d'alimenter les débats parlementaires sur ce sujet encore quelques temps. Pour le plus grand bonheur de mes collègues Anne et Aurélie, que je salue ce matin. Il y a également la consultation publique sur le plan Agir pour restaurer la nature, qui vise à traduire dans notre droit national un règlement européen sur la restauration de la nature. Donc ça aussi, pour le moment, c'est à l'état de projet. Alors, le règlement, lui, européen, il a été publié au JO, il sera en vigueur et rentrera en vigueur cet été. Mais effectivement, donc la France doit traduire ce texte-là d'ici là. Donc, pour le moment, on n'en est qu'à l'état de projet. Et puis, dernier point d'actualité, alors qui peut paraître un petit peu lointain, et désolé pour les acronymes, on va essayer de faire attention ce matin, c'est promis. Donc, le PNAC 3. Alors, Franck Overka, que vous connaissez tous, lui, il est fan de la SNBC pour le bas carbone. Moi, ce matin, je vais vous parler du Plan national d'adaptation au changement climatique, qui comporte un volet, justement, sur la renaturation des villes, la densification. Voilà, donc ça ressemble aussi encore un petit peu aux ZAN. Donc ça, c'est un programme qui a été adopté. Si vous voulez en prendre connaissance, vous aurez le lien dans le support qui sera diffusé comme d'habitude sur le site de la FPI France. Donc ce document comporte 52 mesures, dont certaines qui traitent notamment de l'équilibre entre sobriété foncière et renaturation de la ville, qui sont les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, et notamment donc les outils qui existent aujourd'hui, qui sont à disposition des collectivités locales dans l'élaboration des SCOT et des PLU. Et pourquoi on voulait vous en parler ce matin, puisque vous savez que donc on a cette loi climat et résilience de 2021 amendée en 2023, qui a fixé un calendrier, et on voulait revenir sur ce calendrier parce que le temps passe très vite. Donc, ça, tout le monde ne l'a pas en tête, la climatisation, puisque c'est le terme consacré. Il n'est pas question d'air frais ici, mais de zanification, mais le terme consacré, c'est climatisation. Donc, on fait le petit lexique préalable. Donc, la climatisation des documents de planification a déjà eu lieu au niveau des régions, au niveau dans la
traduction des trajectoires ZAN des territoires dans les SRADET, donc les SRADET, les schémas régionaux de développement, d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, si je ne me trompe pas. Voilà, donc sachant qu'il y a les assimilés avec le PADD de la Corse, on a le SDRIF, puisque Vincent tout à l'heure fera le focus sur la capitale. Voilà, on a les SAR aussi pour l'outre-mer. Donc, on a cette trajectoire ZAN qui a été définie au niveau de documents de planification régionaux. Et maintenant, il va y avoir cette traduction dans les SCOT et les PLU. Et c'est ce qu'on va aborder, enfin, surtout les intervenants qui sont avec moi ce matin, dans le cadre de ce webinaire, puisque la date butoir, je vous le rappelle, c'est le 22 août 2027, qui est la date à laquelle donc, l'ensemble de ces documents-là aura dû être climatisés. Et je le rappelle aussi, il y a des sanctions qui ont été prévues dans la loi. Et là, la loi, elle est applicable. C'est celle dont on va parler ce matin. Voilà, pas tous les projets de texte qui occupent les journalistes. Voilà, donc c'est vraiment un point sur lequel je voulais insister avant de laisser la parole aux intervenants, que vous ayez ce calendrier en tête. Donc les échéances de 2027, puisque ça va venir très vite, compte tenu du temps notamment d'élaboration de ces documents-là, sans oublier les sanctions qui sont adossées. Voilà, le temps que ces documents soient climatisés et qui peut se traduire par l'absence de délivrance d'autorisation, notamment dans certaines zones ouvertes à l'urbanisation, donc ça vous concerne. Et point aussi, puisqu'on échangeait avant le début de ce webinaire, on voulait insister aussi ce matin sur l'importance de vous pencher sur ces documents qui peuvent vous paraître peut-être un peu lointains. Les SRADET, c'est vraiment des documents peut-être dont vous n'avez pas l'habitude d'entendre parler. Les SCOT et les PLU, logiquement, vous êtes plus familiers. Et on voulait attirer votre attention, puisque c'est les opérations de demain. Donc, se focaliser sur les permis de construire, c'est bien, mais soyez aussi attentifs à ce qui se passe au niveau des SCOT et des PLU. Et je vais céder la parole très rapidement maintenant à Fanny et Olivier pour justement aborder ces deux documents. Merci Bérangère. Donc en effet, on va aborder, on va essayer d'être synthétique, même si il y a énormément de choses à dire sur les SCOT. Mais on va se focaliser sur certains aspects du SCOT pour tenter de vous familiariser à ce document qui est encore assez mal connu du grand public, mais aussi des professionnels. Et on se rend compte pourtant qu'il a une incidence quand même considérable sur l'aménagement et le développement des territoires à l'échelle communale et intercommunale. Le SCOT, c'est un document de planification stratégique de nombreuses politiques publiques, et il va fixer un cap à horizon 20 ans. Il a également un rôle intégrateur, ce SCOT, puisqu'en réalité, il intègre toutes les normes, on va dire, supérieures ou hiérarchiquement supérieures, telles que la loi littorale, la loi montagne. Donc là, on est sur des politiques territoriales, sectorielles, mais aussi tous les documents dont Bérangère a évoqué le nom, les SRADET, les SDRIF et tous les objectifs que fixent ces documents régionaux. Donc c'est un document qui est particulièrement important, puisqu'en fait, il va spatialiser des choix d'aménagement sur un territoire vaste, qui est souvent un territoire qui couvre plusieurs EPCI, même si ce n'est pas une obligation. Et donc, il va définir une armature spatiale en identifiant en fait des sites préférentiels de développement, que ce soit de développement économique, mais aussi de développement de l'habitat. Et aujourd'hui, avec le ZAN, en réalité, le contenu va changer, puisqu'avant, on travaillait énormément sur des secteurs qui pouvaient être ouverts à l'urbanisation. Et on sait très bien qu'avec le ZAN, ces secteurs se font de plus en plus rares. Et donc, il va falloir concilier objectifs de réduction de la consommation d'espace avec objectif de production de logements. En 3 mots, un SCOT, je dirais que c'est l'équilibre, c'est comment travailler sur le développement d'un territoire, répondre aux enjeux en matière de logement notamment, puisque c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui, et en même temps préserver les espaces sensibles, les continuités écologiques. C'est également une anticipation, puisque construire en fait le territoire à 20 ans nécessite énormément d'anticipation et nécessite pour les auteurs de SCOT de se projeter
ce qui n'est pas toujours facile. Et on verra qu'il y a parfois des questions qui se posent sur les méthodologies qui sont retenues et sur les études qui sont annexées en fait à ces SCOT. Et puis ensuite, c'est la cohérence. La cohérence, puisqu'il va falloir concilier différentes politiques publiques. On parle d'habitat, on parle d'économie, de transition énergétique, de préservation des espaces sensibles. Et la liste est longue. Il y a également les questions de mobilité, etc. Donc, cohérence entre les différentes politiques publiques et puis cohérence dans la façon dont on aménage ce territoire élargi. On peut peut-être déjà dire 2 mots sur cet objectif de cohérence qui est regardé assez étroitement par le juge administratif. De fait, il faut avoir en tête dès à présent, on en parlera un peu plus tard, que les professionnels de l'immobilier doivent se saisir de ces différents sujets, puisque en tant qu'acteur de l'aménagement du territoire, vous avez droit à la parole, de manière un peu complexe, mais on y reviendra. Mais vous devez vous saisir de ces sujets de cohérence, d'anticipation, notamment sur la production de logements, mais pas que. Et dès les prolégomènes des procédures de PLU ou de SCOT, parce que c'est à peu près le même schéma d'intervention, vous devez être sensibilisé dès la concertation à ce qui va se passer dans les années à venir, puisque la procédure est longue, mais c'est là que ça se passe, pour commencer à comprendre les schémas qui sont en cours, et pour s'organiser et peser dans les discussions en cours de procédure. On y reviendra. Alors, un petit point rapide sur l'opposabilité du SCOT. Il faut comprendre que on parle de temps du SCOT. Le SCOT, il ne va pas avoir un effet immédiat. Il y a un temps court qui va être nécessaire. Un temps court, c'est plusieurs années quand même. Allez, entre 2, 3 ou 4 ans. À l'échelle du SCOT, c'est le temps court qui est nécessaire pour en fait rendre compatibles les documents programmatiques sectoriels. Donc là, on parle des plans locaux de l'habitat, donc qui concernent vraiment... directement. Et directement, les promoteurs immobiliers. Donc, en effet, le SCOT est un document qui s'oppose au ce qu'on appelle donc les PLH communément. Et ces PLH vont également devoir être pris en compte par les PLU. En matière de logement. Donc, quelques années pour que le SCOT infuse le PLH et ensuite quelques années pour que le PLH infuse le PLU. Donc, en fait, on va avoir une mise en œuvre effective du SCOT, je dirais, aux alentours de 5, 6 ou 7 ans. Donc, dès lors que vous travaillez et que on verra ensuite les moyens pour intervenir dans la construction d'un SCOT, il ne faut pas s'attendre à avoir des effets immédiats, mais plus des effets à moyen ou long terme. Donc ça, c'est un premier travail de demain. C'est ce exactement. Donc le SCOT, en effet, c'est ce que j'ai dit, il s'oppose dans un rapport de compatibilité au PLH et dans un rapport de compatibilité au PLUI, qui, lui, bien évidemment, s'applique en termes de conformité aux autorisations d'urbanisme. Alors le rapport de compatibilité, il est difficile quand même encore aujourd'hui, je trouve, à apprécier, puisque à quel niveau d'exigence le juge a-t-il vis-à-vis des PLU. On se rend compte que la définition, alors là c'est une réponse ministérielle, mais c'est à peu près celle qui est retenue par le juge administratif, qui exige que le PLU ne soit pas contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux du SCOT, qu'il contribue même partiellement à sa réalisation. On a eu aussi une définition par le Conseil d'État qui était une décision de 2017 qui apportait une précision qui était assez intéressante et qui venait expliquer qu'il fallait quand même aussi s'attarder sur le degré de précision de la règle fixée par le SCOT et en fait également est-ce que c'est une règle et un objectif essentiel pour le SCOT. Voilà, donc je laisse peut-être... Ouais, oui, pourquoi c'est important de parler de rapport de compatibilité dans le présent webinaire, c'est pas pour faire du droit, c'est plus pour vous mettre en valeur le fait que ce document structurant, à long terme, stratégique, qui est le SCOT, participe très 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 fortement à la détermination des politiques de production sur le territoire,
subséquents. Donc en fait, ça c'est un grand cadre. Et en fait, là aussi, intervenir dans le temps long, alors certainement de manière collective, parce qu'individuellement, on peut se sentir écrasé par ces procédures de long terme. Je parle individuellement pour des entités économiques comme des promoteurs de premier plan. Pour moi, c'est individuellement ça. Il faut travailler collectivement. C'est tout le sens d'ailleurs de la fédération. Et de ses chambres régionales. Et ces chambres régionales, évidemment. Et même surtout, puisque c'est territorial. C'est elles qui sont en première ligne. Exactement. Et on a des expériences à partager. Après, on en parlera, j'imagine. Mais oui, dès le SCOT, c'est important de participer. Et d'ailleurs, quand on parle aux élus, aux maires des territoires, on leur dit, écoute, va d'abord discuter de ton territoire au niveau du SCOT pour après faire un PLU qui tiendra la route. On dit ça aux élus. Donc ça veut bien dire qu'on doit dire la même chose aux fédérations. C'est là que ça se passe en premier lieu. Donc voilà pourquoi la compatibilité c'est important, parce que ça infuse directement sur le PLU. C'est un peu cette idée de cadre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sortir du cadre, entre guillemets, fixé par le SCOT. Le document peut avoir... Il y a des marges de manœuvre, mais je comprends que ça dépend aussi du degré de précision et la hiérarchie de l'objectif qui est affiché. Et c'est ce qu'on va voir ensuite en matière de réduction de la consommation d'espace et d'objectifs de création de nouveaux logements. Les objectifs sont quantifiés et sont... très précis. Donc, bien évidemment qu'il y aura une certaine marge de manœuvre de la part des élus locaux, mais il faudra quand même garder le cap. Donc, c'est ce qu'on précisait. Souvent, on a des SCOT avec des échelles très fines, des cartographies qui vont définir des enveloppes urbaines où il est très difficile ensuite pour les élus locaux de venir délivrer des permis de construire qui seraient en dehors de ces enveloppes urbaines. Ça, il faut quand même se battre contre ce type de pratique qu'on retrouve assez fréquemment sur le territoire national. Idem sur la formulation de prescription dans le DO, ce n'est pas interdit, mais il faut savoir apporter un peu de souplesse et toujours venir préciser qu'on est dans le rapport de compatibilité et non pas de conformité stricte. Et juste une petite précision, si je peux me permettre. C'est effectivement d'autant plus important de s'assurer cette compatibilité que le SCOT va être directement opposable au permis de construire qui porte sur plus de 5000 m². Enfin, peut-être que vous parlez. Non, je l'avais pris, puis j'ai finalement... Et du coup, c'est vrai que quand un opérateur, un promoteur, même si le SCOT est lointain, et que c'est un cadre, a un projet de plus de 5000 m², ou un permis valant autorisation d'exploitation commerciale, là, il est obligé d'aller regarder en tout état de cause, il n'aura pas le choix. Exactement, et ça, regarder le SCOT. Ça rend le SCOT beaucoup plus perceptible à ce moment-là pour les promoteurs. C'est pas un document lointain. Non. Donc, dans cette hypothèse-là, en effet, l'autorisation se confronte directement au contenu du SCOT. Donc, ce sont des exceptions. Alors, la structure du SCOT, on y revient rapidement parce que ça sera à peu près la même que la structure du PLI, mais je trouve qu'il faut en dire un mot parce que souvent, les porteurs de projets se contentent d'aller voir le dispositif, on va dire, réglementaire. Donc, pour les PLU, ce sont les règlements. Et pour le SCOT, on appelle ça le DO. C'est le document d'orientation et d'objectifs. Donc, c'est ce document-là, en fait, qui vient fixer les recommandations, les prescriptions pour répondre aux projets politiques, aux documents politiques qui, pour le SCOT, s'appelle le PAS. C'est le projet d'aménagement stratégique, donc qui équivaut au PADD des PLU. Donc, le PAS fixe des grandes orientations, le projet de territoire à 20 ans. Le DO met en œuvre par des recommandations et des prescriptions ce projet politique. Et on a aussi les annexes, qui sont des documents qui sont particulièrement importants, que ce soit pour les PLU ou pour les SCOT, puisque c'est là où, en fait, c'est toute la base. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fixe pas un projet de territoire sans avoir réalisé un diagnostic qui identifie les enjeux et les besoins du territoire. Et c'est à partir de ce diagnostic-là et de l'évaluation environnementale dont on parlera après, qu'on va faire des choix dans l'aménagement et le développement du territoire qui va être acté dans le document. Et ces choix devront bien évidemment être justifiés dans le rapport de présentation. Voilà. C'est important, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'était aussi un des objectifs de ce webinaire ce matin, c'est que les porteurs de projets sont focus sur leurs autorisations. Ils ont leurs contraintes, mais les rédacteurs de SCOT et de PLU ont aussi les leurs, et c'est aussi ce qu'on voulait rappeler pour que les adhérents puissent mieux appréhender la marge de manœuvre ou pas des rédacteurs de SCOT et de PLU pour voir ensuite les effets sur l'aménagement du territoire et le développement de leur projet ensuite. Tout à fait. Et Olivier a rebondi sur le mot cohérence. Il faut qu'il y ait une cohérence entre le projet politique qui est porté par le PAS ou le PADD,
les mesures qui sont mises en œuvre dans le DO ou le règlement du PLU, et bien évidemment toutes les annexes qui justifient et qui identifient les besoins. Et ça, je trouve que c'est quand même assez délicat aujourd'hui à trouver, puisque ZAN dit restriction de terrain et d'ouverture à l'urbanisation. Or, les enjeux et les besoins en matière de logement sont grandissants. Le DO du SCOT, très rapidement, il y a 3 piliers. 2 piliers nous intéresseront. On fera un petit focus sur ces 2 piliers-là. C'est donc l'offre de logement et l'habitat renouvelé. Et l'autre thématique, c'est la lutte contre l'étalement urbain. Il faut savoir que pour chacun de ces piliers, l'auteur du SCOT doit toujours travailler en fait ces thématiques-là en appliquant le principe de sobriété foncière. Donc ce principe-là, en fait, infuse les 3 piliers du DO du SCOT. Je voulais faire un petit point et un petit focus aussi. On est toujours sur la structure du SCOT, sur le programme d'action. Ça, c'est un document qui est facultatif et qui a été intégré, si je ne me trompe pas, par l'ordonnance de modernisation des SCOT de 2020, qu'on retrouve assez peu dans les SCOT, mais qui mérite 2 mots. En fait, le programme d'action, il sort du document d'urbanisme à proprement parler. C'est l'identification de toutes les actions qui permettent de rendre effectif dans le temps le SCOT. Donc c'est en fait parallèle des prescriptions, c'est ça ? Tout à fait, en parallèle. Donc ça peut être des questions de gouvernance, de coordination entre les structures. On peut aussi viser des conventions qui seraient passées entre différents acteurs pour financer telle et telle politique. On pourrait décider dans ce document-là d'une sorte de copile qui pourrait potentiellement associer des acteurs privés, l'aménagement de l'immobilier, voilà, pour faire des points ponctuels sur... Voilà. Oui, l'évolution. C'est intéressant, ça fait penser un peu aux contrats de plan qui sont assez souples et dans lesquels on voit bien que les élus aiment ça, travailler sur ces thématiques où il y a des objectifs concrets à atteindre. Donc ça peut être des outils. Moins long terme, ça peut être des outils. Okay. Et donc ça fait vivre le SCOT. Okay. Je trouve ça intéressant en tout cas. C'est pas assez utilisé à ce stade. Donc les 2 thématiques que l'on va traiter aujourd'hui brièvement. Le SCOT au cœur de la stratégie d'optimisation et de l'utilisation du foncier. Donc le SCOT doit impérativement fixer un objectif de réduction de la consommation d'espace d'ici 2031, à minima 50%, mais en fonction des territoires, il peut être plus important que 50%. Cette réduction peut être plus importante que 50%. Et ensuite, il a la possibilité de territorialiser ses objectifs. Donc, c'est ce qu'on retrouve souvent. Donc déjà, ils vont, en fait, comme s'ils distribuaient une enveloppe par secteur géographique. Donc ça peut être une commune, un EPCI ou même des profils d'armature territoriale, donc cœur, urbain très dense. Voilà, donc ça, c'est libre choix de l'auteur du SCOT. Ce que je vais peut-être rappeler à ce stade, peut-être pour les personnes qui nous suivent, c'est que là aussi, les SRADET, ça peut paraître un document lointain et on se dit, ouais, le ZAN, c'est un objectif plus ou moins évident. Mais il a toujours, parce que ça aussi, ça fait partie des dispositions qui sont en débat, notamment dans les différents projets de texte en cours, c'est dans la partie la plus prescriptive, entre guillemets, des SRADET. Donc, c'est pas une intention du territoire. Aujourd'hui, juridiquement, la trajectoire ZAN qui était définie dans les différentes régions, elle est quand même dans cette partie. Donc, c'est les fascicules, si je ne me trompe pas. Voilà, des SRADET. Donc, c'est sur cette base-là que les SCOT, à leur échelle, et ensuite dans la déclinaison des différents territoires couverts par le SCOT, vont répartir, entre guillemets, ces enveloppes de développement des différents territoires. Oui, on peut encore rajouter qu'on a déjà changé de paradigme. Déjà avant la loi ZAN, avant les différents textes sur le ZAN, plutôt, pour être plus clair, des objectifs de réduction de la consommation foncière existaient, et donc les PU étaient déjà... les SCOT étaient déjà prescriptifs sur la réduction de consommation foncière, mais depuis la loi climat et résilience, dans la tête des élus, il n'y a plus que ça. Ouais. Ça, je pense que les adhérents l'ont en tête. Et ils l'ont en tête parce qu'ils les rencontrent, mais il n'y a plus que ça. De changer la vision du territoire, c'est déjà en cours. C'est le changement de paradigme est déjà acté. Donc ça renforce votre propos sur le fait que on est vraiment dans le concret, dans le réel.
même sur des documents à 20 ans. Ouais. Et ça va se traduire très vite dans la réalité concrète. Tout à fait. Donc des objectifs quantitatifs de réduction qui sont très précis, voilà, qui s'appliquent soit à l'échelle de l'ensemble du périmètre couvert par le SCOT, soit qui sont... Alors ça, c'est liberté, c'est une faculté déclinée par secteur géographique, mais ce qu'on voit, c'est quand même, en général, qu'il y a une déclinaison par secteur géographique, pour justement... Voilà, par commune, pour assurer la cohérence à la fin, en fait, et la légalité du document. Et en général aussi, on trouve une enveloppe dédiée à l'habitat, une enveloppe dédiée à l'économie, au tertiaire et aux autres usages. Donc ça. Le SCOT, ensuite, au cœur de la stratégie de l'habitat. Donc là, c'est le contenu obligatoire du DO. Et c'est un petit peu l'esprit qui anime le SCOT quand il va travailler sur les objectifs de production de logement, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. Il doit assurer une offre adaptée aux besoins de logement. Donc ça, c'est offre adaptée en fonction du diagnostic qui a été réalisé, des prévisions démographiques, économiques sur 20 ans qui sont projetées. En veillant, alors j'ai trouvé ça intéressant, à l'évolution et l'optimisation de l'usage des espaces urbains et en privilégiant le renouvellement urbain. Donc ça, c'est pas une phrase qui est si récente que ça. C'était acté depuis un moment dans les SCOT et qui trouve tout son sens aujourd'hui avec le ZAN, puisque faute de pouvoir étendre l'urbanisation, il va falloir travailler sur l'existant. Bien évidemment, en prenant en compte l'évolution démographique et économique, on l'a dit, et les projets de desserte en transport collectif. Donc, concrètement, ce qu'on trouve dans les DO des SCOT, ce sont des objectifs quantifiés de production d'offres de nouveaux logements. Alors, nouveaux logements au sens large, ça contient l'hébergement, les résidences secondaires, les résidences principales. Donc, on a des tableaux très fréquemment dans les SCOT qui fixent les objectifs de production par territoire, par commune. Et on a la même obligation pour les objectifs de réhabilitation du parc de logements existant, qu'ils soient publics ou privés, avec un travail sur la vacance, la réhabilitation et la revitalisation. Alors là, c'est souvent un peu plus délicat et les objectifs sont quand même toujours un peu plus larges ou écrits de façon moins précise. Et bien évidemment, il y a des objectifs chiffrés de densification. Donc, pour atteindre cet objectif de production de logement, il y a toujours très fréquemment une densité minimale à respecter selon les profils de territoire. Donc, l'armature territoriale et les formes urbaines, voilà. On touche là au cœur du sujet, puisque on en reparlera pour les PLU et puis pour les différentes zones que l'on abordera. Mais fixer des objectifs chiffrés de densification précis, avec un objectif de compatibiliser, avec le principe plutôt de compatibilité qui s'applique, mais plus la norme est précise, plus la compatibilité se transforme en quelque chose qui se rapproche de la conformité, en effet. Et on voit bien là le rôle stratégique du SCOT, qui peut parfois dire à telle commune, tu dois produire c'était telle vraiment densification. Effectivement le focus qu'on voulait faire ce matin. Exactement. Parce qu'on sait qu'il peut y avoir des choses dans les PLU, mais on remonte d'un cran et on peut aussi avoir notamment ce sujet de densité minimale au niveau des SCOT. Et en fait, il faut s'assurer de la cohérence de la chaîne. Il y a la cohérence interne des documents, mais il y a la cohérence, évidemment, en tout cas le rapport de compatibilité ici entre SCOT et PLU. Et la première étape, c'est bien de fixer des objectifs chiffrés de densification et les professionnels de l'immobilier ont toute leur place pour peser dans cette discussion. Montrer ce qu'on peut faire. Mais surtout qu'on a des objectifs de densification sur certains endroits qui ne correspondent pas à la nature du marché. Et c'est vraiment les professionnels de l'immobilier qui connaissent bien ce sujet-là et qui peuvent aiguiller les élus pour ne pas se retrouver avec un document d'urbanisme complètement théorique. Voilà. Et faire retomber, atterrir les concepts parfois un petit peu à la mode, mais qui ne fonctionnent pas toujours. C'est très intéressant ça. Et on revient sur, en effet, tous les diagnostics et l'exactitude des données qui ressortent de ces études préalables. Et donc il y a un contenu facultatif qu'on peut tirer en fait de ces grandes orientations du DO qui permet en fait
au DO, de subordonner l'ouverture à l'urbanisation de secteurs nouveaux à l'utilisation prioritaire de capacités d'urbanisation, on va dire, au sein de l'enveloppe urbaine. Donc on parle souvent des friches, des dents creuses. Donc on sait que là, il y a toujours une priorisation à la... Mettre en haut de Exactement, à les mettre en haut de la pile. Alors depuis plusieurs années, ce type de terrain commence à réduire. Mais il y a aussi, et je trouvais ça intéressant, la possibilité, vue par certains SCOT, de conditionner la production de nouveaux logements par des actions de densification avec une analyse des capacités de densification. Alors, à voir ensuite comment c'est traduit dans le DO. Est-ce que c'est une simple recommandation, un objectif? Voilà, on va voir comment... sa force dépendra aussi de l'écriture et de la façon dont c'est rédigé. Mais là, on a notamment le SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise qui vient d'être arrêté et qui est en ligne. Et on voit que dans les annexes, ils ont identifié le potentiel de densification de chaque commune. Donc ils sont quand même allés assez loin dans l'analyse du foncier disponible au sein de l'enveloppe urbaine. Alors, vice de l'égalité d'un SCOT et risque d'annulation, on passera rapidement, mais en effet, plus les documents sont lourds à porter, volumineux, tant en périmètre qu'en thématique à traiter, plus le risque d'annulation, bien évidemment, est fort. Dernièrement, c'est le SCOT du Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération, qui a été annulé 18 mars 2025. Illégalité du SCOT à la loi littorale. On avait aussi le SCOT du Pays de Maurienne, là c'est la loi montagne. Et j'ai mis un exemple aussi un peu plus daté, de 2003, où un SCOT avait été annulé compte tenu de l'absence de diagnostic sérieux. Alors là, c'était diagnostic sérieux de l'état du milieu naturel, mais ça pourrait être aussi sur les besoins. Parfaitement. Alors, on n'a pas de questions à ce stade, mais j'invite les participants à soumettre via le chat. Donc, comme ça, je pourrais transmettre à nos intervenants. Peut-être que le temps de digérer le contenu de ces PLU et les différents outils, on peut enchaîner avec le PLU. Alors, dont on suppose quand même que les adhérents pratiquent quotidiennement, avec un point sur la veille, effectivement, qu'on abordait. C'est vrai que sur ce sujet des SCOT et des PLU, c'est vraiment les chambres régionales qui sont en première ligne. Et c'est pour ça que Jean Roquemosy, notre délégué au territoire, que je salue aussi ce matin, lui essaye d'animer, de surveiller. C'est vrai qu'on avait fait ce travail sur l'adoption des SRADET parce que on savait que c'était pas forcément un document très quotidien, là pour le coup très coutumier de nos adhérents, mais c'est vrai que les évolutions de PLU, logiquement les chambres régionales suivent ça de près et voir si elles peuvent être associées. On va y revenir. Alors, juste, on a une question effectivement concrète, pratique. Les ABF sont-ils sollicités dans les diagnostics préalables à l'élaboration des SCOT, notamment pour la définition de la densité des communes? C'est vrai qu'on en parle souvent, plus au niveau des PLU et encore plus à l'échelle des projets. À mon sens, les ABF sont des personnes publiques associées. Donc, ils rendent un avis sur le projet arrêté et sont de ce fait, en effet, consultés avant la phase d'arrêt. Et en effet, leur rôle est important. Et c'est la même chose pour les PLU, pour les zones de densification. Parce que la contrainte patrimoniale et paysagère peut avoir un sens aigu sur la question de la densification. Donc, évidemment, ils ont leur mot à dire, plus ou moins pris en considération, mais derrière, après, il y a un contrôle de légalité, comme on le sait tous. D'accord. Et autre question, comment évaluez-vous les risques et la validité de refus de permis sur la base de SCOT? Parce qu'effectivement, tout à l'heure, on rappelait que c'est vrai que le SCOT s'impose dans un rapport de compatibilité avec les PLU, mais pour certains projets, on est en direct. Est-ce que vous avez pu observer des cas de refus de permis non conformes pour le coup C'est ce qui était indiqué tout à l'heure, c'est que si le DO est très précis,
on peut vite arriver à des situations d'incompatibilité avec une demande de permis, donc pour les projets de plus de 5000 m² de surface de plancher. Mais voilà, ça dépend de la manière dont est écrit généralement le DO. Enfin, si on est sur un DO à l'échelle parcellaire, forcément, il va y avoir un gros risque. Voilà. Généralement, on voit surtout le moyen soulevé contre le permis. La difficulté, c'est que le SCOT va être approuvé. Le PLU aura un délai de 6 ans, non 3 ans. 3 ans de mise en compatibilité. Et on peut se retrouver dans cette phase transitoire dans laquelle le PLU n'est pas illégal, puisque la période de mise en compatibilité n'est pas expirée. Mais si le permis porte sur plus de 5000 m², le SCOT va s'appliquer directement au permis de construire. Donc, de mon expérience, je ne vois pas de refus de permis au motif de l'incompatibilité du projet avec le SCOT, mais plutôt des recours qui soulèvent soit l'incompatibilité du PLU avec le SCOT, soit directement, encore de manière encore plus efficace, l'incompatibilité du permis au SCOT. Ça arrive souvent, parce que je pense que c'est un peu la question. Bon, après, les recours, ça arrive souvent. Ça, c'est pas une question. Et puis, le retard dans la mise en compatibilité des PLU avec le SCOT arrive souvent. Et donc, ces moyens-là, tirés de la méconnaissance du SCOT par le PLU et donc l'illégalité du permis, arrivent fréquemment. Donc là, le permis, il est un peu c'est le dommage collatéral, entre guillemets, de la défaut de mise en concordance du PLU avec le SCOT. Donc, d'où la vigilance sur l'évolution de ces documents-là, pour peut-être alerter aussi sur les effets pour les projets pendant ces phases-là. En ce moment, il y a énormément de SCOT en cours de réécriture. Voilà, tout à fait. Parfaitement. D'où cette petite révision de ce matin. Bien. Pour poursuivre, on va parler un peu de plan local d'urbanisme, mais beaucoup de choses ont été dites à travers le SCOT, puisque l'armature est assez proche, même si c'est pas exactement la même. On la connaît bien quand on est promoteur sous l'angle du règlement et de son document graphique. On connaît aussi bien les OAP, de plus en plus en tout cas, qui sont des documents plutôt de nature plus souples, en tout cas initialement dédiés à l'aménagement, et puis finalement qui sont devenus des outils de traitement de thématiques particulières au sein des PLU, notamment le logement, la voirie, les quartiers, mais qui peuvent aussi avoir un effet prescriptif sur des zones de grandes propriétés ou de grandes friches pour vraiment faire de l'urbanisme de projet. Ça, je crois que c'est assez bien maîtrisé par nos auditeurs. C'est le PADD et le rapport de présentation qui sont intéressants aujourd'hui, je pense, pour les auditeurs, puisque le PADD, ce sont les orientations politiques du document d'urbanisme et quel est le projet politique porté par la collectivité. Un bon PADD, en général, c'est un PADD court, donc j'en vois pas souvent. Sobriété. J'en vois pas souvent. Ça veut dire qu'on sobriété réglementaire. On clarifie les objectifs extrêmement clairs et synthétiques et qu'on a donc une direction claire. C'est assez rare. Parce qu'il y a tellement d'injonctions contradictoires qu'on se retrouve souvent avec des documents un peu touffus et incertains, plutôt cohérents, mais qui se mouillent pas trop quand même. Voilà. Et le document, à notre sens, pour aujourd'hui, le plus intéressant, et qui rejaillira bien évidemment sur le règlement et les OAP, donc qui sont directement applicables, c'est le rapport de présentation. Le rapport de présentation, on en reparlera tout à l'heure, puisqu'on a un expert des évaluations environnementales et de la rédaction des PLU. C'est le document dans lequel on justifie toutes les règles d'urbanisme. C'est le document dans lequel on explique pourquoi on fixe telle politique. Et c'est le document dans lequel on va synthétiser toutes les études faites sur l'environnement, sur les transports, sur la densification, parce que c'est le thème qu'on a abordé tout à l'heure pour les SCOT, et c'est pareil pour les PLU, on va le voir. Et c'est à travers ce travail d'études profond, préalable, que se dessine le PLU. Et cette maïeutique, elle est importante, et si elle est mal faite, on accouche souvent de mauvais documents ou de documents imparfaits. Donc en vérité, ce travail de profondeur, d'études, de connaissances approfondies de la ville, il est mené par des bureaux d'études et des collectivités, et on verra plutôt en vase clos, en théorie. En vase clos, en tout cas,
c'est très administratif comme procédure et très classiquement intermédié par l'État, les collectivités, avec beaucoup d'itérations avec les autres personnes publiques associées. On a parlé des ABF, en tout cas de la direction régionale des affaires culturelles, et on peut penser au département, etc. Il y a plein d'autres autorités qui vont participer à l'élaboration du PLU, mais justement, les fédérations comme la vôtre, au niveau local, peuvent se saisir de ces études et venir les challenger. Et c'est un point important, parce que qui de mieux informé sur le marché de l'immobilier que les professionnels de l'immobilier pour faire, on l'a dit tout à l'heure, atterrir les sujets. Et dès ces documents qui sont assez rarement consultés, hein, c'est la partie la plus épaisse du PLU, c'est les études, c'est l'historique, ça fait souvent 1000, 2000, 3000 pages. Mais il y a des sujets de délai, effectivement. On peut se reporter aux parties qui nous intéressent, hein, je vous rassure. Si on s'intéresse au logement, on peut aller voir la partie du logement et voir si les diagnostics vous paraissent clairs, nets et précis, pertinent. Ou au contraire, à côté de la plaque, et donc interagir avec les autorités. On verra comment après. Donc voilà, je voulais rappeler qu'on n'en parle pas souvent, mais le rapport de présentation, c'est un élément extrêmement important. Alors, le PLU est devenu un document de programmation de consommation foncière. De la consommation foncière. C'est un peu une formule provocatrice parce que le PLU, c'est pour réglementer les constructions, l'usage du sol, mais on considère à travers la thématique du ZAN que le PLU est devenu un outil vraiment très structurant de détermination de la consommation foncière, des zones que l'on va ouvrir à l'urbanisation. Et le ZAN vient renforcer ce phénomène puisque depuis la loi SRU, donc depuis 25 ans, on parle de cette thématique du renouvellement urbain. En tout cas, l'objectif est affiché, mais sans réelle contrainte en face. Donc on a plutôt eu tendance, depuis cette loi, à constater un accroissement de la consommation foncière. Et puis là, maintenant qu'on a une règle qui est tangible, contraignante, à échéance rapide, donc on parle du ZAN, la thématique de la densification, qui est finalement la contre-valeur de l'interdiction de consommer des espaces extérieurs, devient tout à fait sensible. Et on va y venir. Je parlais du rapport de présentation sur la densification. C'est lui qui doit analyser la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis. Et mutation de l'ensemble des espaces bâtis, ça veut dire qu'on réinterroge potentiellement les zones pavillonnaires ou les zones d'entrée de ville, les zones d'activité, etc. Donc, j'espère que tout le monde comprend bien que ça vaut le coup d'aller aider à analyser ces zones, parce que la collectivité parfois manque de moyens pour le faire. Elle a besoin d'être supportée dans ce sujet-là. Et on peut amener de la connaissance et des projets qui peuvent être séduisants pour la collectivité à bien des égards. Et donc, le rapport de présentation, c'est lui qui expose les dispositions qui favorisent la densification des espaces identifiés. Donc, en fait, c'est ce double jeu. Donc, on voit bien que c'est dans le rapport de présentation que ça se passe. Analyse, diagnostic et justification des règles qui vont être utilisées plus tard dans le règlement et dans les OAP. Donc, il n'y a pas que le règlement dans la vie. Et il n'y a pas que le règlement dans la vie. Le règlement, évidemment, c'est celui qu'on va subir au quotidien. C'est celui que vos archives vont regarder, vos architectes, vont regarder pour bâtir vos projets. Mais, et nous aussi, quand on regarde les permis de construire avec nos confrères pour valider les opérations, on est beaucoup sur ce document-là qui prête beaucoup à discussion sur l'interprétation. Mais avant ça, pour produire cette règle, il faut... au moment de l'élaboration des PLU, au moment de l'élaboration des PLU, donc dans ces temps clés, participer à la structuration de ces éléments. Et j'ajouterais que le rapport doit indiquer les critères d'évaluation de réussite de cette politique de densification. Exactement. Oui. Exactement. Oui. C'est vraiment. Alors c'est intéressant parce qu'on est de plus en plus dans un exercice de sincérité, un peu comme en matière comptable. Et de suivi, en fait. Exactement, de sincérité. Et d'ailleurs, l'État est amené à critiquer la sincérité des analyses faites par les collectivités. D'ailleurs, c'est dans les textes qu'on vérifiait avant cette intervention. Et donc, il y a vraiment matière à faire des focus sur ces sujets-là. Et alors, l'autre point dont on parlait tout à l'heure avec Fanny encore, l'autre point pivot finalement, mais on en a déjà parlé, mais je le redis pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Aujourd'hui, pour ouvrir des zones à l'urbanisation, il faut justifier qu'on a déjà consommé. C'est pas possible avec l'existant. Et ça, aujourd'hui, je peux vous dire que lorsqu'on a des nouveaux projets, avec des collectivités et des porteurs de projets, souvent ensemble, et qu'on va voir l'État pour demander si on peut ouvrir tel secteur à l'urbanisation, on nous demande d'abord de justifier qu'on a bien consommé tout le reste.
Enfin, tu vas peut-être en parler en 2 secondes, mais c'est vraiment ce qui fait qu'on est déjà dans le concret sur la densification. Et après, on va parler d'outils. L'étude de densification, c'est la vraie nouveauté de la loi climat et résilience. Et je trouve que c'est vraiment la nouveauté qui a une incidence forte pour l'élaboration, ou en tout cas la climatisation de tous les PLUI et PLU. C'est un outil, c'est un document qui est encore mal maîtrisé, il me semble, dans le contenu qui est attendu. C'est un petit peu le sentiment, ce qui a motivé aussi ce webinaire, c'est qu'on a quelques chambres régionales avec lesquelles certains d'entre vous ont travaillé, qui ont été associés, je le mets entre guillemets, à l'élaboration de PLU. Et c'est vrai que ce sujet de la densification, il revient souvent. Parce qu'il y a des objectifs affichés et que, entre guillemets, la densité sur le territoire est pas au rendez-vous, et qu'on se demande la question de la mise en œuvre concrète de l'atteinte des objectifs compte tenu des outils qui sont mis en face. Donc le petit bonhomme qui franchit la haie, c'est le propriétaire d'un terrain en zone 2 c'est ça. Dans le PLU, qui est en train d'être révisé. Actuellement, il est en 2 AU et il aimerait bien devenir constructible. Ou alors, il est en 1 AU et il voudrait bien le rester. Voilà, non, mais tout à fait. Mais je pense que ça, c'est intéressant de souligner. Je tiens à préciser que cet apport est de Fanny. Et c'est aussi... J'ai posé la question hier soir, qu'est-ce que c'est que ça? Ça représente aussi les élus et le parcours d'obstacles. Et le groupement en charge de l'élaboration du PLU qui se dit comment est-ce qu'on va sortir de cette épreuve de l'étude de densification. Parce que comment expliquer, en réalité, en général, les espaces libres présents au sein de l'enveloppe urbaine suffisent à atteindre les objectifs de production de logements. Donc il y a quand même toute une méthode où en fait on fait des abattements. On dit il y a tant d'espaces libres, on pourrait construire tant de logements, mais bien évidemment il y a le phénomène de rétention foncière, et puis il y a du risque, il y a des risques naturels, et puis il y a des problématiques de réseau. Mais comment justifier ça? C'est-à-dire qu'on applique des abattements via des méthodes, mais difficilement démontrables par des objectifs, par des éléments concrets. Donc, on est dedans. Ça amène des compétences nouvelles pour le rédacteur du PLU. Déjà, comme vous dites, d'aller rechercher des bouts de terrain sur des parcelles privées qui sont aménagées, etc., où les gens sont généralement pas vendeurs. Sur l'appui. Comment on aborde ce sujet-là, quel outil foncier, de quel outil foncier on se sert pour faire aboutir le projet, ou alors on peut aussi parler de surélévation des bâtiments. Comment le rédacteur du PLU peut avoir les connaissances, savoir si l'armature en génie civil du bâtiment va permettre cette surélévation, etc. Et on passe vraiment sur un cap de mise en œuvre qui n'est pas facile à aborder. C'est complexe. Qui relève presque de la programmation à la parcelle et non plus de la planification. Et peut-être que petit à petit, on va se rapprocher aussi de ce qui est réalisé pour tous les plans de sauvegarde et de mise en valeur ou les documents dans les SPR où il y a des diagnostics à l'immeuble. Après, je pense que pour les promoteurs et les chambres régionales et de manière générale, tout un peu l'écosystème des acteurs de l'aménagement et de l'immobilier peuvent aussi apporter à ce moment-là leur contribution, leur savoir. Exactement. Parce que c'est aussi leur matière première. Donc. Et le mot qu'on entend chez vos adhérents au quotidien, c'est mutation. Et ils savent très bien comment on fait muter un terrain. Alors, en zone pavillonnaire, pour faire du diffus, on sait très bien ce qui va être le facteur de mutation. Eh bien, je pense que, mais ce n'est qu'une idée, le fait de poser une règle de densification sur un secteur donné va susciter des idées et des propositions structurées par des promoteurs ou des aménageurs qui vont venir voir les propriétaires et leur proposer quelque chose. Soit une évolution des règles de lotissement, soit quelque chose de similaire pour avoir un projet de densification. Et donc, la mutation va intervenir avec des valeurs foncières qui vont certainement augmenter également, comme souvent. Modulo la fiscalité de l'urbanisme, mais on n'en parle pas aujourd'hui. Voilà, donc c'est un point pivot et ça fait réagir tout le monde. Et maintenant, on va parler des outils mobilisables par le PLU. Ils sont tous facultatifs. J'insiste là-dessus parce que, en fait, pour faire un PLU, on peut faire très peu de choses. On peut fixer les règles par rapport aux voies publiques,
et c'est tout. Et la hauteur des constructions, et voilà. Et même pas d'ailleurs. C'est distance par rapport aux voies publiques. Point. Oui, ça, c'est vrai que juridiquement, le contenu des PLU, voilà. ça peut être 2 articles. Ça aurait été plus simple. Donc, alors, voilà. exactement. Donc, alors, dans la vraie vie, c'est pas on ça. a pris les outils qui vont vous intéresser sur la densité. Donc, le premier, c'est la densité minimale. Mais voilà, ayez en tête quand même que si les outils sont facultatifs, alors évidemment, il y a beaucoup de règlements qui sortent pour combler des vides et créer un cadre réglementaire pour finalement gérer le flux de demande. Je pense qu'il y a rien de plus terrifiant, je pense, pour des élus qui sont à la tête d'un territoire que d'avoir un vide et de devoir le gérer. Donc le règlement est un outil de gestion. Mais là, on est dans une posture d'intervention dans la mise en œuvre dans la création, évolution des documents d'urbanisme. Donc pensez bien que si ces outils sont facultatifs, ils sont peut-être mis dans le règlement, mais de manière un peu inadaptée. Donc là aussi, peser sur ces outils un par un peut avoir de l'intérêt et aller chercher finalement la conséquence de ce qu'on a vu en rapport de présentation dans la traduction réglementaire et donc dans l'outil quotidien qui va s'appliquer à vos demandes de permis de construire. Donc la densité minimale, très rapidement, on la connaît celle-ci. Souvent, c'est les secteurs à côté des transports en site propre qui permet donc de densifier tout ce qui est gare, station, près des gares, près des corridors donc, de transport. C'est plutôt appliqué. Pas encore les espaces de covoiturage. Je ne sais pas si ça rentre dedans. Mais ça pourrait être un sujet en effet tout à fait pour s'adapter en fonction des territoires. Je vois qu'il y a des idées. Il y a toujours plein d'idées à la FPI. Mais voilà, ça c'est un outil intéressant parce que le long des corridors qui coûtent parfois des milliards d'euros au kilomètre à financer, il est intéressant qu'on ait de la densité. C'est pas toujours le cas, donc il faut parfois rappeler aux élus que c'est pas mal de rentabiliser ces investissements. Rappeler la boîte à outils magique du Code de l'urbanisme. Autre outil facultatif, les majorations des règles de gabarit, hauteur et d'emprise. Alors, moi, j'y crois pas trop à ça, parce que quand on fait un PLU, on va réglementer en fonction des différents thèmes dans le diagnostic des hauteurs et des densités. Et je trouve ça assez malaisé de se dire, bon, voilà la règle, et puis si vous faites donc du logement et du logement social, vous pouvez monter de 50% de plus. Ça fait un peu bizarre de dire je vais fixer une règle en fait, et puis finalement je vais la majorer. Exactement. Dans certains cas. En fait, c'est plutôt d'autres dérogations qui me semblent plus à même de répondre à ces problématiques-là. Qui ne sont pas forcément mises pas dans le en thème œuvre. Mais ah oui. C'est un vrai sujet parce que finalement, je reviens un petit peu sur les projets de texte en cours. On a une proposition de loi de simplification de l'urbanisme, ça n'aura échappé à personne. Donc ce sujet, effectivement, de la densité des projets, donc soit à travers des majorations qui peuvent être prévues dans les PLU, versus, entre guillemets, les dérogations qui peuvent être délivrées au coup par coup au moment du dépôt des demandes de permis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on verra comment les débats se termineront, entre guillemets, sur cette proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme au Sénat. Forcément, à la FPI, on milite. Voilà, vous savez très bien que le sujet des dérogations, puisqu'on en a 23 aujourd'hui et c'est pas fini, si les différents projets de texte sont adoptés, les adhérents nous disent voilà, c'est compliqué à obtenir, on n'ose pas, voilà, ils ont tous de bonnes raisons de pas mobiliser ces dérogations. Donc c'est l'idée de qu'est-ce qu'on fait. Et donc au Sénat, on a le sentiment que les élus locaux, qui sont plus écoutés, privilégieraient plutôt ces outils à la main des rédacteurs de PLU que la dérogation au coup par coup au stade de la demande de permis. C'est intéressant, mais quand on identifie un potentiel constructible, on va plutôt avoir tendance à créer une règle adaptée. Et donc, je ne voudrais pas qu'il y ait de simulacre qui consisterait à dire voilà, pour le logement, on dit 11 mètres de hauteur, mais si c'est du social, on fait 50% de plus, donc 15-16 mètres, et finalement que ce soit artificiellement... Non, c'est vrai que l'exercice en tant que rédacteur de PLU... Et d'ailleurs, ça avait été critiqué dès le début de l'origine de ce texte. Je crois plus à l'autre dérogation, justement, qui est insuffisamment utilisée à mon sens, c'est parce ça que nous fait notre idée de webinaire. Elle manque d'évangélisation. Bref, et en plus, donc, ces secteurs, comme on l'a dit tout à l'heure, sont limités par les contraintes patrimoniales, bien évidemment, on doit les prendre en considération. Donc, mais j'entends qu'au Sénat, on s'empare de ce thème et c'est très bien. Bon, les OAP, pareil, peuvent permettre
par des actions ou opérations nécessaires pour le renouvellement urbain, favoriser la densification. Bon, tout ça, c'est des mots. Après, alors là, j'ai une question un peu finalement à l'inverse de ce point, c'est est-ce qu'une OAP sur les trames vertes et bleues peut justifier un refus de permis? Oui, probablement. Parce que la précision de leur délimitation, et surtout si en plus elle applique un SCOT précis, mais le vas-y, Fanny, SCOT désormais, alors c'est le SCOT ou le SRADET, intègre le SRCE, schéma régional des cohérences écologiques. Et en effet, les trames, alors elles sont quand même délimitées, alors je ne sais plus par quel organisme, mais c'est quand même assez précis. Donc les PLU viennent les affiner par des... peut-être qu'on a le spécialiste en face qui va pouvoir nous répondre, via l'évaluation environnementale. Donc il peut y avoir en effet... ça va être souvent, si je comprends bien, les OAP au stade des PLU, ça va être la traduction et on aura le focus peut-être de corridors écologiques qui ont été définis à une échelle supra-PLU pour des motifs d'évaluation environnementale. Il est peu fréquent d'avoir des zones de développement dans les OAP, trames vertes et bleues. Oui, ça paraît assez... Par rapport à la question refus de permis, après je ne connais pas la nature du permis qui a été déposé, mais si on pense logement, économie, tout ça, c'est pas dans ces lieux-là qu'on va les retrouver généralement. Ce sont des lieux à éviter. C'est ça. À éviter, mais voilà. On peut avoir le cas d'un entrepôt qui est en limite de zone urbaine et qui veut s'étendre. Un projet d'extension limité. Qui est bloqué par ça. Ça peut arriver, par exemple. Oui. Par exemple. Bon, bref. En tout cas, les OAP peuvent être un des outils de perfectionnement de secteur réhabilité, etc. Mais on passe rapidement parce que là aussi, ça va le temps. Et puis, ça va dépendre vraiment de la nécessité sur le territoire, etc. Et les classiques, réduction des obligations en matière de stationnement. Malheureusement, je passe un tout petit peu de temps sur le point 2 ici, des décisions négatives viennent d'être rendues par, notamment une par la Cour administrative d'appel de Bordeaux sur la dérogation de 15% en matière d'autopartage. Il faut, d'après la Cour administrative de Bordeaux, inscrire au PLU cette dérogation pour pouvoir en bénéficier in fine dans les permis. C'était pas l'esprit du texte. Non, pas du tout. Mais c'est d'ailleurs ce qu'on a plaidé. Mais bref, parfois c'est intéressant de voir s'il y a un pourvoi. Pas certain du tout, mais pas pour des raisons autres. Mais en tout cas, on avait déjà vu cette jurisprudence naître dans des TA, et finalement la Cour d'appel administrative de Bordeaux l'a confirmé. Alors, en opposition avec la Cour administrative d'appel de Versailles. Donc en effet, il faudrait un pourvoi pour confirmer ce texte. Mais c'est très déroutant pour pas mal de projets. C'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment dans les PLU et la question de leur légalité se pose quand même. Alors, de fait, à cause de cette jurisprudence, j'aurais tendance à inciter nos amis auditeurs à promouvoir ces outils dans le cœur des règlements de PLU pour pouvoir s'en prévaloir in fine. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, on a été surpris par cette décision. Bref, donc je passe rapidement sur ces outils, puisque là aussi, il y a matière à aller dans le détail, mais on n'a pas beaucoup de temps. Et je voudrais qu'on termine le propos, avant de laisser la parole à nos autres participants, sur la manière d'intervenir dans les procédures d'élaboration des SCOT et des PLU. Alors moi, ça fait longtemps que je milite pour ça. Comme vous le savez, je considère que la Fédération des promoteurs immobiliers, donc au niveau national bien évidemment, mais surtout au niveau local, puisque ce sont des documents territoriaux et locaux, doit prendre la mesure de son rôle dans ces procédures. Alors elle le fait déjà très bien. Je donne aucune leçon. On a des chambres actives. Voilà, il y a des chambres actives. Mais il faut confirmer, aller plus loin et prolonger. Et en vérité, quand on se rend compte que... tout d'abord, là j'ai écrit une procédure ouvrable aux acteurs privés. Parce que le code de l'urbanisme n'est pas rédigé pour accueillir des initiatives privées. C'est un truc de happy few. Si ce n'est à l'étape essentielle de l'enquête publique. Mais on peut arriver à pas mal de choses avec cette étape, puisque notamment dans les procédures de révision de PLU ou de SCOT, on a une longue étape qui suit l'arrêt du projet, et donc on a le temps de travailler sur le document,
émettre des propositions structurées et déjà en discuter avec la collectivité ou le PCI compétent et, le cas échéant, déposer les observations à l'enquête publique. Et d'ailleurs, il y a des tractations, négociations fines qui se font avec les collectivités pour mettre certains points en avant et d'autres pas trop, pour éviter justement qu'il y ait une prise au contentieux, etc. Donc en fait, on voit bien que quand on intervient de manière structurée, raisonnable, mais aussi puissante, parce qu'on intervient avec des thèmes juridiques ou techniques pour challenger les choix qui ont été opérés au moment de l'arrêt du document, eh bien, on arrive à vraiment faire bouger les lignes millimètre par millimètre, virgule par virgule, mais ça a souvent des incidences fortes pour la constructibilité, pour la densification, etc. Donc, plaidoyer, mais sur cette nécessité impérative de collectivement agir pour faire bouger les choses. Sachant qu'effectivement, il y a le volet juridique, parce que j'imagine que les collectivités aussi sont preneuses. C'est un peu le sujet de certains échanges avant le début du webinaire, sur finalement participer un peu à l'élaboration de ces documents et aussi les sécuriser, parce que c'est vrai que souvent on se dit on va rentrer dans une logique contentieuse, il y a des choses qui nous vont pas, ça c'est effectivement un point, mais parce que ça peut avoir aussi une incidence sur la légalité des documents. Un participant en ligne nous dit oui, le rapport de présentation c'est important, je confirme qu'il y a des documents d'urbanisme qui ont été annulés sur cette base-là. Donc il y a effectivement, l'idée c'est pas que d'être contre, parce qu'on va avoir un territoire où il y aura peut-être pas beaucoup de production de logements, etc. Mais donc d'apporter un éclairage et aussi des compétences, peut-être pour aider les rédacteurs de SCOT ou de PLU à mieux identifier les capacités de densification, de mutation des territoires. Et puis aussi sécuriser le document, parce que on sait qu'une annulation d'un PLU, c'est aussi une source d'ennui pour la sécurisation des projets. Donc exactement. C'est vraiment un argument aussi à mettre en avant, et y compris sur le plan technique. En partant du principe qu'on est tous on participe, on partage des le territoire de l'acte de construire ou d'aménager. Je pense que c'est une responsabilité essentielle des fédérations que d'intervenir sur ces sujets-là, et de manière bienveillante, j'oserais dire, en tout cas de manière positive, construire un document. Et donc voilà, la procédure elle est tournée vers les personnes publiques traditionnellement, mais on a la possibilité d'intervenir. Et alors, Vincent le dira peut-être tout à l'heure, mais à Paris, on a eu une concertation d'un niveau extrêmement pointu et poussé. Donc là, ça permet d'intervenir encore en amont de la phase de l'arrêt du PLU, qui est une étape importante. Et on peut saluer l'effort qui a été fait par la PUR et la mairie de Paris de publier dès le début un document extrêmement complet sur l'intention, la direction dans laquelle on allait. Ça a permis d'ailleurs aux lobbyistes de structurer leur message de manière assez forte et d'obtenir des résultats en bout de course. Parce que concrètement, donc, les fédérations régionales ne sont pas personnes publiques associées, mais donc elles peuvent intervenir à l'amont si la collectivité utilise ces dispositions qui permettent donc de solliciter l'avis d'organismes compétents. Et puis il y a aussi l'étape de l'enquête publique. Exactement. Alors on a un slide qui est un peu général, parce qu'il n'est pas complètement exact, parce qu'il mélange un peu SCOT, PLU, et on ne parle pas des modifications, alors que c'est aussi un thème intéressant. Oui, mais grosso modo, sur le schéma d'une révision de PLU ou de prescription de PLU ou de SCOT, vous avez donc une délibération de prescription, une concertation avec le public. Donc ici, c'est ce qu'on disait à l'instant. À Paris, il a été fait un choix extrêmement intéressant de partager avec le public, et donc y compris les professionnels de l'immobilier, un document déjà très structuré, qui a permis déjà de réagir très en amont de la phase de l'enquête publique. Puis on arrête, je vais directement à l'étape 4, on arrête le document. Donc là, c'est un document qui est rendu public avec vraiment l'orientation définitive, quasi définitive, où est-ce qu'on va, avec quelles études on a fait le travail, tout est publié. Donc le rapport de présentation est publié, le PADD, le projet de règlement et le projet d'OAP. Et en fait, tout ça, c'est un projet, et il va être soumis
à l'enquête publique. Alors, Juste pour rappeler, le débat sur les orientations du PADD, c'est le moment où les sursis à statuer sont possibles. Exactement. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous invite à surveiller l'évolution des documents d'urbanisme pour éviter les sursis à statuer et vous mettre en compatibilité future, on va dire ça comme ça, Exactement. avec le projet de PLU. Voilà, donc il y a bien cette trame donc, de procédure, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais grosso modo, il faut bien retenir que vous êtes pertinent, légitime, surtout quand vous arrivez de manière organisée, parce que la collectivité va plutôt avoir tendance à reconnaître des gens qui sont organisés collectivement pour prendre en considération leur message. Et on voit bien d'abord une petite défiance peut avoir lieu de la part des auteurs du PLU qui ont un peu peur d'avoir des interventions tardives qui viennent modifier les choses. Mais au bout des échanges, enfin, avec plusieurs ateliers de travail, au bout des échanges, on arrive à dialoguer sur des sujets très concrets et à se rendre compte qu'on fait le même travail et qu'on participe à la même vision pour aller faire naître des documents vraiment opérants et opérationnels. Donc, c'est vraiment un exercice à faire. Et à la fin de ces exercices, on a souvent le retour de la collectivité ou de leurs membres qui viennent nous dire merci, ça a permis d'apporter un éclairage. Un éclairage, mais ça a aussi créé une habitude de travail qu'on va essayer de maintenir, etc. Donc, on ne peut que plaider pour ce genre d'intervention. Et je crois que c'est tout ce qu'on avait à dire. Alors justement, merci pour donc tout ce rappel. Je vais céder donc la parole à Laurent Rosio, puisqu'effectivement, on voulait aussi faire ce focus sur l'évaluation environnementale, puisque là aussi, les porteurs de projets disent oui, faut que je fasse mon évaluation environnementale, c'est pas juste, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, mais vous n'êtes pas les seuls. Voilà, donc vous pouvez partager ce moment avec aussi les rédacteurs de SCOT de PLU qui font appel à des bureaux d'études et qui contraignent, entre guillemets, enfin c'est ce que vous expliquez tout à l'heure, Fanny, qui vont aussi définir un peu le champ d'aménagement du territoire. Oui, les PLU sont également concernés par les évaluations environnementales, pas que les projets. Voilà, donc concernant l'évaluation environnementale, elle est exigée par le Code de l'urbanisme pour toutes les élaborations et les révisions générales de plans locaux d'urbanisme, donc on n'y échappe pas. Même les modifications aussi. Pour les petites procédures comme les modifications de droit commun, simplifiées, révisions allégées, c'est pas systématique, mais c'est très très fréquent. Voilà, donc, c'est très 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 fréquent. Donc, voilà. Même là. Oui. Même pour des tout petits changements, enfin quelquefois on est étonné. D'accord. Alors à quoi sert une évaluation environnementale ? Bon, le but de l'évaluation environnementale, c'est de minimiser l'impact sur l'environnement du PLU le plus possible. Alors quand j'ai dit ça, je pense pas comme le projet, mais éviter, réduire, compenser tout ça. et comment et quand on rédige cette évaluation environnementale, quand c'est tout au long de l'élaboration du PLU. Donc quand je dis tout au long, c'est vraiment de la prescription jusqu'à l'approbation. Il n'y a pas une étape en particulier où, quand on va commencer à rédiger le rapport de présentation, on va avoir l'évaluation environnementale en tête. Quand on va rédiger le PADD, on va avoir également l'évaluation environnementale en tête, parce que comme l'a dit Olivier, à un moment donné, il va falloir qu'on justifie sa prise en compte. Et, là, on ne fera rien, on va faire une OAP trame bleue, trame verte, voilà. Parce qu'on n'a pas le choix. Et ça va quand même conditionner fortement la stabilité juridique du document, d'avoir intégré toutes ces dimensions-là du début à la fin pour les justifier comme il se doit dans le rapport, plutôt que de faire ça très ponctuellement. Et donc les objectifs, on peut mettre la job au. Ah pardon, j'ai pas vu, c'est moi. J'en ai qu'une, donc c'est ce qui est indiqué, c'est que c'est une démarche itérative et hiérarchisée, c'est-à-dire qu'en fait on s'enrichit de chaque étape du PLU pour enrichir l'évaluation environnementale, et on la hiérarchise, c'est-à-dire qu'en fait il y a des sujets qui sont vraiment prépondérants et d'autres qui sont plus facultatif. Je veux dire, si on... Genre, la zone Natura 2000, on la met voilà, ça c'est de la pile. Bon, les espèces protégées, elles gigotent, donc c'est plus compliqué. Il y a des sujets plus subtils, mais je reviendrai après, comme la zone humide ou autre. Voilà, parce qu'on parle toujours de l'opérationnalité du PLU, mais c'est vraiment...
aujourd'hui, on a un peu des collisions entre le code de l'urbanisme et le code de l'environnement qu'on ne voit pas forcément si on fait que de l'urbanisme. Et donc, on essaie d'anticiper au travers de cette évaluation toutes ces situations. Donc, concernant les objectifs de cette évaluation environnementale, le PLU va définir des projets de tout type. L'élu va écrire son projet de territoire en prévoyant du logement, des zones économiques, des équipements. Oui. Et donc, comment l'évaluation environnementale entre là-dedans, c'est d'orienter ce projet pour qu'il minimise l'impact sur l'environnement. Donc, je donnais ça quelques... aussi, ça peut être une source de contentieux, j'imagine. Oui. C'est de plus, entre nous. Donc, il y a plein de dimensions dans l'environnement. Environnement, on va tout de suite penser, comme vous l'avez fait, zone naturelle. mais il n'y a pas que. Mais il n'y a pas que. On va penser pollution de l'air, limitation de l'usage de l'automobile, favoriser les zones de logement à proximité des transports en commun, etc. Et l'évaluation environnementale croise toutes ces dimensions. D'accord. Alors bien entendu, où est-ce qu'on les trouve, ces dimensions? On les trouve d'un point de vue biblio. Donc on peut parler du SDAGE, du SAGE, on peut parler du CRCE. On va voir les SNIEF, bien entendu, etc. Et également, on va coupler toutes ces données biblio avec des investigations de terrain. Donc on va faire appel à des écologues pour des études faune, des études Et vous expliquez flore. pour préparer ce webinaire que votre pôle environnement a bien grossi. Oui, énormément. Mais bon, par la force des choses, c'est dans l'air du temps. Voilà. Et également des géologues. Les études de terrain sont aussi maintenant fort importantes. On va venir définir au niveau du diagnostic du rapport de présentation les enjeux et les contraintes du territoire. Donc généralement, les contraintes, on est plus sur de la prise en compte de risques. Alors aujourd'hui, le risque, ça ne vient pas avec les évaluations environnementales. C'est une préoccupation qui est ancienne. Mais tout ce qui va être zone inondable par débordement de cours d'eau, ruissellement, remontée de nappes, on a déjà la carte avant de savoir où est-ce qu'on va agir. On a déjà la carte où on ne peut pas agir. Voilà. Et ensuite, sur les endroits où on peut agir, on va aller voir où on impacte moins, justement. Voilà. Donc, on va intervenir au niveau du PADD. Si l'élu a le choix entre... on va revenir sur notre enveloppe foncière. J'en sais rien. Imaginons qu'on est sur une... J'essaie d'être très... pragmatique. Mais on est sur une commune X d'un plus intercommunal dont le SCOT a déterminé un compte foncier à 2 hectares. Un exemple. Voilà. L'élu va chercher où placer ces 2 hectares de développement pour du logement, au mieux dans sa commune. Donc, s'il a le choix entre 3 sites, parce que 3 sites à proximité des équipements, des transports en commun, et voilà. Lequel choisir? On va venir croiser les données de terrain. On va sur certains plus faire des déterminations de zones humides. Alors on n'a pas le maillage qu'on aurait dans le cadre d'un dossier loi sur l'eau, parce que ça serait vraiment trop cher pour la collectivité. Il y a certaines collectivités qui ne demandent même pas ces déterminations-là parce qu'elles n'ont pas les budgets pour le faire. Mais donc voilà, si parmi les 3 zones qu'on a identifiées, une est particulièrement concernée par la zone humide, on va l'éliminer. Et ensuite, si on fait passer des écologues et qu'on trouve une espèce protégée, que ce soit de la faune ou de la flore, sur une des 2 dernières, on va garder la 3e. C'est celle qui aura le plus de chances d'aboutir dans le cadre d'une mise en œuvre du PLU, et en même temps, elle aura sécurisé le PLU sur la qualité de l'évaluation environnementale et la prise en compte de l'environnement. Le potentiel réalisable du projet. Et pour vos adhérents, c'est fort important. Je suis déjà sur les mauvaises et les bonnes pratiques, je n'ai pas trop suivi. Mais pour vos adhérents, c'est fort important de vraiment évacuer toutes ces étapes-là, parce que ça donne la garantie de la constructibilité du terrain.
En fait, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup le focus réglementaire avec les outils, mais ce qu'on voulait mettre en lumière un petit peu ce matin, c'était aussi l'impact des études environnementales sur le choix des sites. Qu'un élu, c'est pas parce qu'il n'a pas envie de faire à tel endroit pour une raison X ou Y, c'est parce qu'il peut y avoir cette contrainte environnementale qui n'est pas forcément perceptible, peut-être pour un opérateur. Donc on voulait aussi mettre en lumière cet aspect environnemental et technique entre guillemets dans les PLU, et qui peut justifier qu'il y ait certains sites qui soient privilégiés ou pas, ou qu'il y ait des prescriptions dans un secteur et c'est vraiment très important. Enfin nous je reviens sur les zones humides parce que c'est vraiment le sujet aujourd'hui, nous on trouve le plus contraignant dans les opérations d'aménagement. Si cette dimension-là n'a pas été abordée dans le cadre du PLU, on peut avoir la meilleure zone à côté de l'école. Et si on est en zone humide, on ne pourra pas l'aménager. L'aménageur n'aura pas l'autorisation de la police de l'eau de démarrer ses travaux. Et pour autant, la zone sera en zone constructible au PLU, mais c'est complètement théorique. Et c'est pour ça que l'évaluation environnementale doit être, abordée de manière très sérieuse. Il faut absolument que la collectivité qui lance son PLU s'attache à vraiment exiger une équipe pluridisciplinaire. Pas uniquement l'urbaniste ou le juriste. Il y a des dimensions aujourd'hui vraiment très variées sur la faisabilité d'un projet, et il faut les intégrer dans l'élaboration du PLU. Peut-être pour réagir très rapidement, c'est vrai que ce que vous dites est très perceptible au quotidien. C'est un changement majeur là aussi de paradigme, puisque ça fait maintenant un certain nombre d'années qu'on a la thématique environnementale qui a surgi dans les opérations de construction d'immeubles ou d'aménagement. Et ce qui est fondamental, c'est de se rendre compte que, en effet, le droit de l'urbanisme ne fonctionne aujourd'hui que branché avec cette évaluation environnementale. Donc on est obligé justement de prendre en considération cette thématique, et si on ne le fait pas au niveau du PLU, ça retombera fatalement au niveau du porteur de projet. Lorsqu'il va faire son étude environnementale, il se rendra compte que les moyens investis sur une opération tomberont potentiellement à l'eau, sans faire de jeu de mots, puisque le site est malheureusement concerné par une protection environnementale forte. L'idée, c'était vraiment ce matin de vous faire intervenir pour montrer aussi l'importance du volet environnemental des PLU, qui est peut-être pas encore dans la tête de tout le monde, et qui peut aussi intéresser les porteurs de projets à l'amont, parce qu'il y a peut-être aussi des informations, des éléments intéressants pour la mise en œuvre de leur projet. Un retour d'expérience aussi rapide, mais on le voit dans les développeurs d'énergie renouvelable, c'est vraiment une pratique qu'ils ont de mener en fait des inventaires 4 saisons sur les terrains pour présélectionner et sélectionner les terrains qui vont ensuite proposer à la collectivité. Et donc ils travaillent en fait bien en amont avec les élus. Et ils sont toujours prêts en fait à la date d'évolution ou d'élaboration du document d'urbanisme, avec des études plus ou moins récentes, mais souvent récentes, qui permettent aussi d'alimenter et déjà peut-être de rassurer l'élu sur la faisabilité de leur projet, et donc de faire en sorte que l'élu demande en fait au bureau d'études ensuite environnement d'aller confirmer en tout cas les premiers éléments. Point intéressant que pour Fanny, on a le cas quasiment quotidiennement, au moins de manière hebdomadaire. On nous demande souvent si les études privées, plutôt financées par des porteurs de projets privés, peuvent être intégrées à un PLU. Bien évidemment. Tout dépend de la qualité de la signature. Une étude est censée être faite correctement dans tous les cas. Exactement, de manière objective. Oui, mais c'est très important de préciser, de manière objective, faite par des scientifiques qui engagent leur signature et leurs compétences. Donc, en général, on vous voit rarement écrire l'inverse de ce que vous pensez. Donc, d'ailleurs, auquel cas ce serait une violation. Donc, ça peut être un plus pour les FPI régionales, en plus de l'étude de l'égalité, pour éviter des risques contentieux, des études aussi environnementales, pour mutualiser aussi un peu la connaissance du territoire. Et alimenter. Et puis, toujours avec cette ligne fil rouge de la faisabilité et de la sécurisation des projets. Exactement. Et ça a été dit juste avant, sans perdre le chronomètre, qui tourne. Ce qui est intéressant, c'est que les moyens alloués par la collectivité sont parfois
trop faible, puisque il y a un saupoudrage par définition, parce qu'on est sur un grand territoire à analyser, donc c'est très compliqué à faire avec des moyens limités. Et quand le porteur de projet ou la fédération, peu importe qui porte le sujet, vient amener sur un focus territorial précis des éléments d'études précis, ça vient alimenter le PLU, et souvent le bureau d'études chargé du PLU est content d'avoir une amenée de données qu'il peut lui-même critiquer et intégrer, mais ça vient renforcer donc l'armature du PLU et sa sécurité juridique. Donc c'est vraiment intéressant. Donc, c'est ce que vous disiez, on essaie d'illustrer le propos au maximum, mais vraiment c'est la thématique du moment. Et le problème qu'on va rencontrer, c'est qu'on va avoir donc on a le SDAGE, on a le SAGE qui va venir identifier des zones humides. Enfin, je reste sur mon thème zones humides. Du coup, mais à l'échelle de ce document-là, on est sur des cartes au 5 millième, etc., et qui sont vraiment pas fiables du tout, quoi. Hein, enfin, les seules données fiables sont les données de terrain. Hein, donc vous avez compris, vous avez une connaissance des territoires sur la densification. Mais je parle des zones humides, mais je pourrais parler aussi de la gestion des eaux pluviales. Il y a des collectivités qui vont exiger l'infiltration. Oui. Mais il faut aller s'assurer qu'on puisse infiltrer avant de prévoir une zone de développement à cet endroit-là. Je pourrais en donner plein des exemples. Et l'évaluation environnementale, c'est tous ces sujets-là. Il y a pas de... J'ai bien compris qu'il n'y avait pas les zones humides et les espèces protégées. Il y a bien d'autres thématiques aussi. Merci beaucoup pour ce témoignage. On voulait terminer ce webinaire avec un autre témoignage parce que donc, la ville de Paris a adopté son PLU bioclimatique. Et donc, on voulait savoir un petit peu plus en détail c'est quoi un PLU bioclimatique et comment voilà, la pratique, les praticiens voilà, ont réagi sur ce PLU, s'il y a des bonnes, mauvaises pratiques dans ce PLU. Qui suscite, voilà, on se dit, quand Paris fait un truc, généralement après ça fait jurisprudence, parce que je suis en présence d'avocats. Aime bien s'autoproclamer le laboratoire de l'urbanisme. Tout à fait. Effectivement, le PLU lancé en décembre 2020 et approuvé en novembre 2024, entré en vigueur fin 2024, est un PLU bioclimatique. Ce qui ne veut rien dire, puisque l'adjectif n'existe pas. On connaît le PLU allurisé, pas allurisé, intercommunal, pas intercommunal. Mais le PLU bioclimatique n'existe pas. Donc c'est évidemment, et sans aucune polémique, la volonté de faire passer un message très fort, un des grands axes du PLU parisien, c'est de lutter contre le réchauffement climatique. Donc l'idée fondamentalement, c'est d'écrire dans le titre l'intention première du PLU. Donc là, on est loin des questions du ZAN et de rendre constructible l'éventuel heureux élu d'une zone à urbaniser à Paris, parce qu'à part les emprises ferroviaires, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Mais effectivement, on est sur un sujet qui est comment lutter contre les effets d'îlots de chaleur, notamment, et comment la ville de Paris souhaite réintégrer de la nature dans la ville. Donc on a un PLU qui est pas forcément... D'ailleurs, la chambre parisienne, la Fédération Île-de-France, était intervenue sans avoir appelé à être invité à le faire, comme beaucoup de fédérations sont intervenues aussi bien au niveau de la concertation qu'au niveau de l'enquête publique. Enquête publique qui a donné lieu à 14 000 observations, dont les 2 tiers concernent essentiellement des sujets d'emplacement réservé pour créer des logements. Et donc, voilà, quelques éléments très rapidement, en quelques minutes, pour montrer la puissance de cette volonté politique de verdir les immeubles parisiens. Il y a tout d'abord l'obligation d'avoir des espaces libres de construction qui sont beaucoup plus importants que ce qui existait autrefois. Et avec une particularité à Paris qui est assez forte, c'est que fondamentalement, il y a assez peu de construction nouvelles dans Paris. Oui. C'est essentiellement des travaux d'extension, de surélévation ou de restructuration. Donc la ville de Paris définit elle-même ce qu'est une restructuration lourde.
qui est un élément d'entrée du PLU et qui va enclencher différentes obligations. Et ce qui est assez frappant, de manière très concrète, dans le PLU parisien, c'est cette obligation d'avoir des espaces libres de construction qui va s'appliquer dès lors que vous modifiez l'emprise d'un bâtiment. Donc si vous avez la chance d'avoir une belle parcelle avec un bâtiment construit et potentiellement vous pouvez l'étendre, voire en faire un autre, ou tout simplement étendre votre bâtiment pour l'épaissir, déplacer la façade et créer des mètres carrés, vous allez avoir l'obligation de créer des espaces libres de construction qui sont obligatoirement en pleine terre. D'accord. C'est vraiment dans le PLU d'avant, on avait un coefficient de biotope, comme dans beaucoup de PLU, et on pouvait prévoir que cette obligation de végétalisation, alors elle était coefficientée, donc c'était mieux quand on était en pleine terre, mais si on ne pouvait pas, on était en fonction de l'épaisseur, du substrat végétal, on avait un coefficient et on pouvait verdir le bâtiment. Désormais, ce n'est pas possible. Donc si vous avez un bâtiment sur une dalle, vous voulez l'agrandir, l'épaissir, l'étendre, il va falloir casser du sous-sol pour aller chercher de la pleine terre. À défaut, vous ne pourrez pas toucher à votre immeuble. Donc là, il y a vraiment la volonté. Et non seulement vous allez récupérer de la pleine terre, et puis vous allez devoir évidemment planter la pleine terre, puisque ça, c'est un des axes très importants dans le PLU parisien, c'est la sacralisation des arbres existants et une obligation de plantation. Donc c'est vraiment très concret. On peut se retrouver avec des projets qui ont du plomb dans l'aile parce que l'échelle de pompier doit passer à tel endroit et pour garer le camion de pompier, il faut enlever un arbre. Et la direction des espaces verts de la ville de Paris refuse systématiquement que l'arbre soit même déplacé, selon parfois un euphémisme, mais en tout cas supprimé pour les besoins du projet. Donc espace libre de construction en pleine terre. Je parlais de coefficient de biotope. À Paris, ça s'appelle l'indice de végétalisation du bâti, avec des obligations très fortes qui peuvent contraindre un opérateur à devoir créer un substrat important de terre en toiture, ce qui pose un problème de charge, de coût et de sujet d'ABF, puisque généralement l'ABF, lui, aime bien avoir un toit en zinc à la mansarde, là où la ville souhaiterait avoir des jardins sur les toits. Et puis, on a également un grand nombre de dispositions techniques qui participent à la décarbonation des bâtiments, donc des contraintes par rapport à la réglementation environnementale, la RE 2020 ou RE 2025, qui sont plus fortes pour les bureaux, pour l'habitation, des obligations très élargies de raccordement au réseau chaud-froid parisien, des obligations d'implantation des appartements, d'orientation, d'installation de brise-soleil, de lutte, d'améliorer le confort d'été, et l'obligation d'utiliser des matériaux biosourcés. Donc, c'est une sorte de package global avec une série de dispositions sur lesquelles les fédérations étaient intervenues aussi par rapport à ce que disait Olivier, sur vraiment des éléments de réponse très techniques pour expliquer ça, c'est pas possible, on peut pas le faire, c'est une norme qui n'est pas atteignable, pour essayer et on a réussi quand même à assouplir, à défaut d'infléchir la position de la ville sur certains sujets. Et peut-être pour terminer sur une touche, j'ose pas dire amusante, mais singulière, en tout cas, du PLU parisien, c'est qu'une fois que vous avez respecté l'ensemble de ces règles, le PLU de Paris a intégré un processus de favoriser les externalités positives, ou l'urbascore, qui consiste en réalité à contraindre le porteur du projet, naturellement, de respecter, selon le principe, si tout le monde a bien suivi, de conformité et pas de compatibilité, le règlement. Et ensuite, vous devez choisir parmi toutes ces règles au moins 3 que vous allez dépasser. Dans une volonté de performance, et donc faire plus d'espace libre que ce qui est requis, ou plus de logements social,
ou plus d'épaisseur de substrat de terre végétale, pour vous permettre d'avoir l'espoir de caresser l'éventualité d'avoir un permis de construire. Sans majoration, si... Petite séance de thérapie de groupe. Après le ZAN, la construction en ville également est compliquée. Donc quelques outils qui, effectivement, on a beaucoup parlé de densification. Là, on était plus sur le volet renaturation. Sur tout ce qui a trait à la transformation, est-ce que le PLU bioclimatique apporte des outils pour faciliter la transformation c'est un PLU l'élévation d'une volonté de logement. Ouais. Et fondamentalement, parmi les axes du PLU parisien, il y a l'aspect, effectivement, lutte contre le réchauffement climatique, mais également une volonté de rééquilibrage du territoire, avec un constat, une activité tertiaire, et notamment forte. bureau, qui est plutôt dans l'ouest parisien, du logement plutôt à l'est, avec également une répartition géographiquement pas homogène du logement social. Donc, transformer des locaux d'activité parisiens en logement, c'est très largement favorisé par le PLU. Vous avez notamment une règle de majoration. Vous pouvez surélever un bâtiment pour faire du logement, qui se heurte objectivement à une contrainte économique. Dans le quartier central des affaires, les valeurs des immeubles de bureaux sont telles, avec l'encadrement des loyers, c'est assez compliqué en termes d'économie. Donc le PLU a créé un outil qui va peut-être certainement se diffuser, qui est la mixité fonctionnelle, où vous avez, si vous faites une opération de restructuration lourde d'un immeuble de bureau de plus de 5000 m², vous avez l'obligation de transformer au sein de ces surfaces 10% de bureaux en logements. Ce qui est une mesure contre laquelle les foncières, notamment, les promoteurs également tertiaires, se sont fortement mobilisés. Mobilisés avec un succès limité. Relatif. Voilà, pour l'instant. Mais justement, par rapport à la rédaction des PLU, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé donc, de la fabrique de ces documents, de ce qu'ils peuvent prévoir, de tout ce que le Code de l'urbanisme offre, comment les collectivités s'en emparent. Mais je retiens l'échange aussi qu'on avait eu pour préparer ce webinaire avec vous, Monsieur Rosio, c'est cette idée aussi que rien n'est figé. Et je pense que tous autour de la table, vous pourrez le confirmer, c'est qu'effectivement, on peut avoir un document d'urbanisme sur lequel on a essayé d'apporter un éclairage technique, juridique. Et peut-être que les résultats des discussions est peut-être pas satisfaisants, mais un PLU, c'est un document qui vit. Oui. Il y a des procédures, on a beaucoup parlé des révisions aujourd'hui, parce que c'est la procédure la plus pratiquée, on va dire, par les temps qui courent. Mais il y a aussi toutes les procédures de modification simplifiée qui permettent, au fil de temps, de retoucher. Alors, les adhérents les connaissent parce que, effectivement, notamment un projet peut éventuellement générer cette modification, mais tout ça pour dire que c'est un PLU, il n'est pas gravé dans le marbre. Non. Il y a quand même, faut se dire les choses très clairement, il y a quand même un sujet politique, au sens l'urbanisme, c'est une politique publique qui est mise en œuvre par une équipe en place. L'urbanisme réglementaire, c'est une compétence, sauf quelques exceptions, mais décentralisée auprès des collectivités locales. Et donc, on voit bien que ça marche. À Paris, je vous disais, le PLU a été lancé en 2020, quelques mois après les élections, et il est approuvé d'autres élections. Un temps. Et donc, on voit en ce moment, il y a eu, moi je connais mieux le territoire parisien, mais les EPT ont très largement adopté leur PLUI ou révisé leur PLUI. Il y en a eu 4 en 6 mois là, qui font l'objet d'enquêtes publiques ou qui ont été approuvés. Donc, la création même, les bases, on parlait du PADD, le socle du PLU, marche quand même souvent avec l'équipe municipale. En revanche, heureusement qu'il y a ces procédures toutes ces procédures d'adaptation plus ou moins fines. Au-delà du train global, après l'approbation d'un PLUI ou d'un PLU généralement, il y a un train de modification qui suit avec une modification générale, mais heureusement qu'il y a toutes ces petites procédures plus ou moins petites de modification simplifiée. Mais aussi soumis à évaluation environnementale, j'ai bien noté. Non, mais après, c'est vrai que
Moi, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Le meilleur PADD, c'est vraiment le plus simple. Oui, mais c'est intéressant parce que si on parlait tout à l'heure de politique, les propos de Vincent ont achevé de convaincre, j'espère, tous les auditeurs que le document d'urbanisme, c'est un document politique qui trace une voie en fonction d'une majorité. Et alors en effet, petit témoignage sans ajouter grand-chose, mais on a déjà eu à intervenir sur un territoire auprès de la FPI pour co-élaborer un PLU, ou du moins sans avoir été souhaité dans cette démarche. Et puis là, on voit une modification arriver dans laquelle, étrangement, pas mal de motifs de critique viennent, et on se rend compte que le principe de réalité rattrape la collectivité. Pas mal de choses, dont notamment l'infiltration à la parcelle dans des territoires qui sont saturés d'eau, ne fonctionne pas, par exemple, et ne permettait pas de faire des opérations, par exemple. Et donc, en fait, oui, il faut du temps aussi, et du temps long, et c'est pour ça que l'engagement des chambres régionales doit être dans la longueur et de manière collective, pour ne pas se laisser écraser par le poids de ces procédures. Pour saluer les équipes en région, voilà, si elles sont avec nous ce matin. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Et pour répondre aux dernières questions sur les différents projets de loi, on fera un webinaire sans doute dédié à l'actualité, puisque on a à peu près une soixantaine de propositions de loi. 4-5 heures alors. Voilà, c'est ça. Donc on reviendra sur ces différents projets de texte une fois que le Parlement aura avancé. En tout cas, voilà, merci beaucoup à tous d'être venus ce matin, de nous avoir suivis. Voilà, et donc, comme ça, vous connaîtrez les PLU et les SCOT par cœur. Merci beaucoup de votre attention. Bonne journée à tous.